Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien Premier ministre, aujourd'hui député de l'Essonne. Vendredi, un homme, Redouane Lachdim, a abattu 4 personnes et blessé plusieurs autres. Il a crié Allahu Akbar, il dit avoir agi au nom de Daesh. Vous avez été confronté pendant votre mandat de Premier ministre au terrorisme. On avait presque oublié, on ne la percevait plus en tout cas au quotidien, cette menace. Votre première réaction? Non, c'est une menace qui est là, sourde, parfois cachée, mais bien présente. Mais ma première réaction, et c'est fort malheureusement de l'expérience que vous venez de rappeler, elle est pour les victimes. On parle souvent, on cite d'ailleurs le nom. Moi j'essaie de ne pas le faire, c'est votre travail bien évidemment. Le nom du terroriste, le nom de ces criminels. On va parler beaucoup de lui, pourquoi il a fait ça, de son entourage social, familial, des causes, des raisons qui l'ont amené à cet acte terroriste. Mais nous devons d'abord parler des victimes. Plus de 250 tués en France, ou 250 tués français, ou citoyens vivant en France, ou à l'étranger, depuis 2012. Des centaines de blessés, de traumatisés, sans oublier leurs proches. Donc il faut parler d'Arnaud Beltrame, bien sûr, nous allons le faire. Un hommage national va lui être rendu. Cet acte héroïque incroyable, mais aussi d'Hervé Sosna, de Christian Nedves, de Jean Mazières. Ces Français, un viticulteur, j'ai noté ça, à la retraite, un boucher, un maçon à la retraite, des gens qui vivaient à Carcassonne ou aux alentours, ou à Trèbes, une ville que je connais bien, où je me suis rendu. Vous aviez plusieurs fois fait des discours. J'ai échangé avec son maire, Éric Ménassi. J'imagine le traumatisme des Français, retraités, modestes, de couches populaires, qui ne s'attendaient pas, bien sûr, à ce qui allait arriver. Ça veut dire que nous pouvons être frappés partout. Et je pense qu'il faut penser à toutes ces victimes. Il faut saluer le travail extraordinaire des associations qui accompagnent, parfois tout au long d'une vie, ceux qui ont été marqués par ces attentats, qui accompagnent les familles. Il faut penser à ces soldats, à ces gendarmes, à ces policiers, à ces enfants tués dans une école, à ces journalistes, ceux de Charlie Hebdo, bien sûr, à un prêtre, à des citoyens tout simplement qui, à Paris, à Saint-Denis, à Nice ou ailleurs, ont été tués. Ça frappe partout. Et dans quelques jours, je crois, va sortir le petit livre d'une personne que vous connaissez, Samuel Sandler, qui écrit un livre qui s'appelle « Souviens-toi de nos enfants ». Il en parlera beaucoup mieux de moi. Et les premières pages, je les ai lues hier, et les larmes aux yeux. Vraiment, je vous conjure de me croire. Les premières pages, c'est l'exécution par ce terroriste à l'école aux Atora. En l'occurrence Mohamed Merah. De son fils, de ses 2 petits-fils et d'une fille, la fille du directeur de l'école. C'est au scalpel. C'est un grand-père et un père qui parlent. C'est exactement, ce n'étaient pas des enfants bien sûr, mais c'est exactement ce qui s'est passé c'est la même chose, c'est la même chose, et c'est le même profil, c'est la même inhumanité, c'est le même parcours de la part de ce terroriste. Et c'est pour ça qu'il faut se rendre compte que nous sommes face à un défi considérable pour notre société, et que nous en avons pour 10 ans, et que c'est l'affaire d'une génération, je le dis. Et je le dis avec toute la responsabilité, toute l'émotion qui me traverse. Ce message, vous le teniez déjà, effectivement, lorsque vous étiez Premier ministre. Encore aujourd'hui, cette question du défi, et on a le sentiment que ce défi, il reste encore devant nous. Il est devant nous. Vous savez, je crois qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger là-dessus. C'est pas facile. Quand on est ministre de l'Intérieur, et surtout Premier ministre, on a envie de parler d'autre chose. D'économie, de la vie quotidienne des Français, d'Europe, des grands problèmes qui nous concernent, l'emploi, l'environnement, la misère dans notre société, de l'avenir de nos enfants. Vous pensez un seul instant que c'est facile, comme Premier ministre, de dire à des jeunes, votre génération va vivre avec cette menace terroriste? Ça n'est pas facile. Moi, je voudrais aussi tenir un discours plus optimiste. Mais la responsabilité d'un intellectuel, d'un politique, surtout d'un acteur de la vie politique, c'est mon cas, c'est aussi de dire la vérité. Pas pour faire peur, mais
Mais pour dire aux Français qui commencer à le relever, ce défi, et à y trouver des solutions, regardons précisément ce qui s'est passé. Effectivement, le tueur est d'origine marocaine, il a obtenu la nationalité française avec le reste de sa famille en 2004, à l'âge de 12 ans. Il a montré des signes de radicalisation ces dernières années, il a été fiché S, connu ensuite des services de police pour trafic de stupéfiants, condamné pour port d'armes, passé par la case prison. Est-ce qu'on aurait pu anticiper ? Cette question est légitime de votre part, de la part des parlementaires, de la majorité ou de l'opposition. Il n'est pas tombé du ciel. Non, elle est légitime surtout, j'entendais le frère de l'une des victimes qui disait ne pas comprendre. C'est indigné. Oui, mais la colère, l'indignation, en même temps la retenue. Je regardais les images il y a un instant de la cérémonie religieuse dans une cathédrale à Trèbes ou à Carcassonne, avec l'évêque en tout cas de Carcassonne. Les gens se recueillent tous ces jours-ci. Enfin, vous le savez parfaitement, Apolline de Malherbe, le traumatisme, le choc. Quand c'est à Paris, c'est terrible. Quand c'est à Nice, c'est insupportable. Mais dans un petit village, les gens se disent, mais alors personne n'est à l'abri. Vous vous rappelez, en janvier 2015, des journalistes, au fond, d'une certaine manière, ils l'avaient cherché. Des policiers, c'est toujours c'est leur mission que de se faire trouer la peau, pardon. Et petit à petit, on s'est rendu compte que... Et les Juifs, c'est toujours arrivé. Et puis on s'est aperçu au mois de novembre 2015 que la jeunesse de France pouvait être touchée. Et puis à Nice, à l'occasion d'une grande manifestation populaire, un feu d'artifice, des hommes, des femmes, souvent venant des quartiers populaires, de toute confession, et notamment de confession musulmane, écrasés par un camion fou, et un prêtre assassiné dans une église. Ça touche tout le monde. Mais concrètement, quand on regarde le profil, quand on regarde la radicalisation, est-ce qu'il n'y a pas des signaux qui, à un moment, font qu'on pourrait, ou alors on renonce? C'est vrai que le profil de ce terroriste, c'est la caricature, en tout cas, du profil type. Petit délinquant, radicalisé, ami peut-être converti. Je fais attention parce que nous avons des éléments par la presse et il y a une enquête en cours. En tout cas radicalisé, on ne sait pas. Radicalisé, une amie convertie et très radicalisée. Agressive visiblement avec les policiers d'ailleurs sur cette question. Agressive selon ce que l'on dit, y compris dans le quartier où elle vivait. Une radicalisation qui se fait pas du jour au lendemain. Capacité à manier les armes. À tuer de sang-froid 3 personnes. À en blesser 2 autres qui sont dans un état grave, d'autres blessés aussi. Et nous pensons à eux, oui. La route du djihad, la route du djihadisme. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où mais je vais répondre. Un de ces indices devrait faire qu'on arrête la route de ce terrorisme? La route du djihadisme a croisé la délinquance dans les quartiers populaires, dans les petites cités, parfois y compris dans des quartiers, dans des petits quartiers populaires, mais avec ces difficultés, on le voit à Carcassonne. Nous y reviendrons parce que j'étais indigné aussi de ce que. On l'a vu à Lunel, on l'a vu ailleurs. J'étais indigné de ce qui s'est passé avec certains de vos confrères, consoeurs. Des pris à partie dans la cité d'où est originaire le tueur. Mais nous y reviendrons sur le phénomène qui est devant nous. Je pense que devant nous, qui est devant nous, bien sûr, largement devant nous. Peut-être que de la part des parlementaires, il faut regarder de près comment, parce que moi je crois qu'il faut être capable de faire évoluer notre législation, notre droit. Qu'est-ce qui manque? Les armes administratives comme les fiches S, que nous avons plutôt les armes pour nos services de renseignement. Est-ce que le filet est trop lâche? Il est large, parce que il y a 20 000 fichiers S, dont 10 000 pour radicalisation. 3000, c'est un noyau dur et particulièrement dangereux. Et puis il y a tous ceux qui sont sur d'autres fichiers. Et puis il y a le formidable rapport de Malek Bouti il y a 2 ans, disant que dans nos quartiers, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont radicalisées ou qui ont épousé un islam particulièrement dur et radicalisé. Pour resserrer justement, pour pouvoir permettre d'affiner. Comme à chaque fois, il faut pas se précipiter. Moi, je pense qu'il faut garder la tête froide, malheureusement. Je dis malheureusement par rapport aux questions que posent les proches et les familles des victimes de cet attentat. Il faut, dans la mesure du possible, et moi j'y insiste, l'unité nationale, c'est très important. Là-dessus, quand vous voyez aujourd'hui, à l'instant, Geoffroy Didier, qui est secrétaire général des Républicains, qui dit qu'Emmanuel Macron a fait preuve, je cite, de naïveté face au terrorisme, et qui estime que les attaques auraient pu être éviter. Il dit notamment, si on avait suivi ce que Laurent Wauquiez demande depuis quelque temps, c'est-à-dire d'enfermer les fichiers S les plus dangereux, il dit alors cet attentat aurait été évité.
Moi, j'étais ministre de l'Intérieur, Premier ministre, vous le rappeliez. Ça ne veut pas dire pour autant que je peux affirmer les choses, que nous avions raison sur tout, qu'il ne peut pas y avoir des évolutions. Il faut faire preuve de modestie et de très grande humilité. Là, j'ai un seul avantage, c'est de regarder les choses non pas à l'extérieur. Je suis député, oui. Vous m'invitez, j'ai mon avis, mais avec le recul nécessaire. Je ne suis pas dans l'action concrète et par principe, je fais confiance au chef de l'État. Je fais confiance au chef de l'État, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. J'imagine ce qu'il a vécu. Il a vécu ce que nous avions vécu, Bernard Cazeneuve et moi. Ça donne pas un titre de gloire, mais il est confronté directement à ces sujets. Et reconnaissons que Gérard Collomb, au cours de ces derniers mois, non seulement a rappelé que des attentats avaient été évités, ça veut dire que la menace est là, mais avait dit que la menace était toujours particulièrement forte. Mais on peut regarder les choses concernant les fiches S. Mais quand Laurent Wauquiez dit enfermons ou mettons à l'écart les fichiers S les plus dangereux, quand du coup quelqu'un comme Geoffroy Didier aujourd'hui dit au fond si on l'avait fait, on aurait évité. Alors, les fiches S, les fiches S, c'est un élément de signalement pour les services. Les services de renseignement font leur travail. Il y a des signes de radicalisation. Cette personne consulte des sites salafistes. Il a encore suivi, y compris en 2017, si j'en crois les informations que j'ai lues dans la presse. Sur le salafisme, est-ce qu'il faut... Je vais y revenir, mais je réponds à votre question. Nous avons dans notre législation l'association de malfaiteurs terroristes, qui est une arme, y compris pour les associations individuelles. Ça, c'est une des lois que nous avons fait adopter au cours du quinquennat précédent, qui permet d'agir très concrètement, très rapidement. Y compris sur ceux qui se déclarent terroristes, mais seuls. Enfin, bien sûr. Je rappelle que le frère du terroriste de Toulouse et de Montauban a été condamné lourdement, pas pour complicité directe avec l'assassin, avec le criminel, mais parce que l'endoctrinement, sa participation à l'endoctrinement avait été démontrée. Donc ça joue évidemment un élément, mais je reviendrai sur le salafisme. Il y a peut-être, pour ce qui concerne des fiches S, si on veut faire évoluer les choses, mais je le dis très prudemment, tout ce qui concerne la surveillance, parce que on a un certain nombre d'éléments sur une personne qui n'a pas de casier judiciaire, qui n'a pas de passé délinquant. Qui n'a pas encore passé à l'acte. Ça ne veut pas... Oui, mais sur d'autres faits de délinquance, comme c'était le cas, semble-t-il, pour cet assassin, pour ce terroriste, pour ce criminel, mais ça ne préserve de rien. Nous avons eu des attentats avec des personnes qu'on ne connaissait pas ou qui n'avaient pas de passé criminel. Il peut y avoir peut-être, regardons ça de près, les questions liées à la rétention administrative pour ceux dont on considère qu'ils représentent un danger. Mais ça veut dire que ça pourrait être une sorte de d'étage supplémentaire dans la surveillance. Mais sous évidemment l'autorité du juge. Et à un moment ou l'autre, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas d'autres éléments, on ne peut pas le retenir s'il n'y a pas d'éléments de preuve, parce que la rétention administrative, c'est une privation de liberté. Ensuite, on peut regarder de près tout ce qui concerne les expulsions, mais quand il s'agit d'un Français, nous ne pouvons pas le faire. Donc, les solutions faciles... Mais ça pourrait être étudié. Les solutions faciles, elles n'existent pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que nous agissons depuis déjà plusieurs années. Des attentats sont évités, d'autres ne le sont pas. Et donc les questions se posent naturellement de la part, encore une fois, surtout et d'abord des Français. Mais le travail des services de renseignement a donné des résultats. Il est remarquable. Vous avez des hommes, des femmes, des policiers, des gendarmes, des soldats, des services de renseignement qui sont 24 heures sur 24 sur le terrain, qui agissent pour éviter les attentats. Nous faisons face à quoi? Nous faisons face à des personnes qui sont capables de commettre des micro-attentats, si vous me permettez ce mot, aujourd'hui en France, ou qui peuvent organiser, parce que là aussi c'est important de le dire, des attentats beaucoup plus sophistiqués encore, je pense que malheureusement ce risque existe, comme cela a été le cas à Barcelone il y a quelques mois, cet été dernier. Éventuellement cette question donc de la détention. Le salafisme, est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'interdiction du salafisme? Oui, vous me permettez, j'ai amené le livre de David Thompson, qui a fait un livre remarquable, une enquête sur les revenants. Et pour bien comprendre le problème, parfois je vois, encore ce matin, on me reproche d'être pessimiste, de dire mais pourquoi le risque est précisément devant nous, et j'ai même dit le pire est peut-être devant nous. Et David Thompson, pour terminer son livre, rappelle la propagande de l'État islamique après la perte de la ville de Mandjib en Syrie. J'ouvre les guillemets. La propagande. Nous avons perdu une bataille, mais nous avons gagné une génération qui connaît son ennemi. L'ennemi, c'est nous. L'ennemi, c'est le juif. L'ennemi, c'est l'Occident. L'ennemi, ce sont les valeurs universelles qu'on partage, quelle que soit sa confession. Cette génération, c'est typiquement
Voilà. C'était typiquement Exactement. ce terroriste. C'est les 1500 détenus de droit commun qui sont radicalisés dans nos prisons. Ce sont des centaines de personnes et d'individus qui se sont radicalisés progressivement dans nos quartiers. Mais ce sont des personnes, parce que ne l'oublions pas, qui cherchent dans certaines universités aussi à imposer leur doctrine. Il y a eu un appel. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on voit que vous avez tenté la déradicalisation et que ça a été un échec? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il y a des échecs, il faut le reconnaître. Il y a la prévention de la radicalisation. Je ne crois pas beaucoup à ce mot de radicalisation aujourd'hui, parce qu'au fond, nous sommes face à des individus totalement endoctrinés, dont la mort est un projet, parce qu'ils pensent qu'en tuant, en accomplissant ce message, en le mettant en œuvre, eh bien, ils accomplissent tout simplement leur vie. En tuant, ils accomplissent leur vie. C'est très difficile de lutter avec la raison, avec le droit, avec notre vision de la démocratie, de la civilisation, et pourtant il faut le faire. Mais du coup, l'interdiction du salafisme. Donc, je pense qu'il faut prendre un acte fort, politique, à caractère symbolique, on peut regarder ça de près, mais d'une interdiction du salafisme. Notre ennemi, notre adversaire, c'est évidemment l'État islamique et Al-Qaïda, qui ne sont pas encore totalement, qui n'ont pas totalement disparu. Il y a des soldats, si vous me permettez cette expression, aguerris, qui sont sur d'autres terrains d'opération. Il y a encore une guérilla, on va l'appeler ainsi, en Irak et en Syrie, avec des attentats terribles tous les jours en Irak. Et puis il y a ceux, et David Thompson le dit très bien, ceux qui ne... Il ne parle pas même des revenants seulement. Il parle de cette génération presque spontanée qui, y compris, ne sont pas partis en Syrie, qui ont la frustration de ne pas être partis en Syrie, et qui appliquent, il faut toujours lire les textes de nos ennemis, et en tout cas la propagande de l'État islamique, qui leur demande d'agir. Et ils agissent au nom de quoi? D'une idéologie. Et cette idéologie, c'est celle de l'islamisme, de l'islam radical, de l'islam politique, et c'est le salafisme, ce sont les frères musulmans. Est-ce qu'on va laisser là-dessus, concrètement, comment on interdit ça marche comment? Je reconnais que c'est extrêmement difficile, parce que le salafisme, on peut fermer des mosquées, on l'a fait, on peut expulser les imams. J'ai cru comprendre que par exemple un des imams salafistes, on peut empêcher la pratique, mais on ne peut pas empêcher les idées. Un des imams salafistes de Marseille est en voie d'expulsion, mais nos compatriotes, parce qu'il y a un moment, je veux dire, si moi je dis ça va durer, c'est une guerre politique, idéologique qui va durer. Et si je dis, comment on fait pour lutter? D'abord, en disant, contrairement à ce que j'entends, que islam et islamisme, ça a à voir. Parce que si on sépare les deux, alors que l'islamisme tue au nom de l'islam, et à partir de textes très concrets... On ne peut pas dire que ça n'a rien à voir. Non, il faut aider les musulmans de France, qui pour l'immense majorité ne supportent pas ce qui s'est passé, mais à les combattre. Aujourd'hui, les idées salafistes, les thèmes salafistes, les mots, que ce soit sur Internet ou dans la réalité, ont gagné la bataille politique, idéologique au sein de l'islam, en France et ailleurs. Donc il faut aider les musulmans à gagner cette bataille. Mais notre adversaire, ce sont les salafistes, les frères musulmans, l'islam politique, et c'est une bataille frontale d'une génération. Quand des intellectuels, une centaine, dans le Figaro, lundi, en début de semaine, font un appel en disant attention au séparatisme dans les quartiers, au séparatisme, à la construction... Ils réutilisent même votre mot, le mot d'apartheid. À la construction d'une contre-société salafiste dans ces quartiers. Mais écoutez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est vrai. C'est vrai en Seine-Saint-Denis, c'est vrai à Sarcelles, on le voit aussi dans les faits volontaires d'une partie de ces musulmans radicalisés qui décident de se mettre à part. Des journalistes sont agressés dans la cité aux Anam de Carcassonne, un petit quartier. Et une retraitée termine le reportage qui a eu lieu sur cette agression en disant « C'est une minorité qui pourrit le quartier, ils ont pris le pouvoir. Écoutons ce que nous disent les Français, quelle que soit leur confession ou leurs origines, qui habitent ces quartiers. » Donc la grande bataille politique, idéologique, celle d'une génération, elle est aujourd'hui incontestablement contre cette idéologie de haine. Donc ça veut dire que tous ceux qui professent cette idéologie et cette haine doivent se sentir dans une insécurité absolue à travers les armes. J'ai une toute dernière question, Manuel Valls, sur ce sujet. Est-ce qu'Emmanuel Macron est d'accord avec vous? Mais je n'en sais rien, interrogez-le. Je pense que Emmanuel Macron, là où il est, comme président de la République, aujourd'hui, c'est parfaitement à quoi il fait face. Il l'a dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Il a pris pour vous la mesure? Mais totalement. Enfin, je ne peux pas penser évidemment le contraire. La mesure de la menace, clairement, la mesure de ce qu'elle représente. Parce que c'est la France, qui est touchée au cœur.
Il l'éprouve, Emmanuel Macron. Et donc c'est le chef de l'État. Il va être devant des familles et pleurer. Il va être devant la veuve de ce gendarme qui sera, je n'en doute pas, comme à chaque fois, d'une très grande dignité. Il va être devant des familles aussi en colère. Il va être devant des cercueils. Il va être devant les cercueils de Français qui sont morts pour la France, puisque c'est ce que nous souhaitons désormais. Ils sont morts pour la France. Évidemment, ce gendarme héroïque, mais les 3 autres aussi. Donc, il sait ce que ça représente. Il est le représentant de la nation, de l'État. Il incarne bien la France. Donc, il va le vivre. Mais, moi, ce que je souhaite du gouvernement, que je souhaite de la majorité, et de tous les responsables politiques, mais de tous les intellectuels, des sociologues qui travaillent sur ces questions-là, c'est qu'on se rende compte, mais pour mes compatriotes d'abord, pas pour moi, pas parce que j'avais raison avant d'autres, qu'on se rend compte du danger et de la menace et de la bataille qu'il faut mener, qui n'est pas qu'une bataille policière ou judiciaire. Et il faut que les juges... Manuel Valls, vous le disiez, vous faites partie aujourd'hui de cette majorité. Il y a évidemment l'enjeu des réformes toute la semaine. Ça a été l'un des enjeux et notamment la mobilisation. On y revient tout de suite avec Edwige Chevrillon. Rebonjour Edwige. Rebonjour, merci Pauline. Bonjour Manuel Valls. Il y a eu cette grande manifestation jeudi dernier, manifestation des cheminots et des fonctionnaires, mais l'exécutif a dit, réaffirmé sa volonté et sa détermination à tenir le cap des réformes. Emmanuel Macron a dit ça n'a aucun impact sur mon action. A-t-il raison ou doit-il prendre en compte cette grogne sociale qu'on a vue quand même de manière plus ou moins réussie dans la rue? Les Chevrillon, je suis un élève sage en général. Avec beaucoup de respect pour les journalistes, et évidemment 2 journalistes qui sont sur le plateau, et je vais répondre à votre question. Mais vous voyez, et c'est bien le problème, avec le débat que nous venons d'avoir avec Apolline de Malherbe, le grand sujet pour la société française, et notamment ces jours-ci, c'est le terrorisme. Et ce sont ses conséquences. Ce ne sont pas les réformes. Si, bien évidemment, la vie continue. Le fait de changer la France. Non, la vie continue, la démocratie, elle est indispensable et nous ne pouvons pas vivre qu'avec cette angoisse. C'est ainsi. Hier après-midi, je suis allé avec mes fils voir un match de rugby, c'était prévu depuis longtemps, donc, et les gens sortent dans la rue, parce qu'hier il faisait beau. Réformer la France, c'est comme aller à un match de foot, je veux dire, c'est un peu superfétatoire. Non, je ne dis pas ça. Je dis qu'on passe très vite. On passe très vite, et c'est normal, mais vous y reviendrez encore tout au long de la journée, on passe très vite de ce sujet qui est central pour la société française, mais pour toutes les sociétés européennes. C'est quoi? C'est la colonne vertébrale de ce qui va nous arriver dans les quelques années qui viennent. C'est la colonne vertébrale, et derrière, mais je vais y revenir, derrière, il y a la question de la République. Il y a la lutte contre l'antisémitisme qui ne cesse d'augmenter. Et Sylvain Maillard, qui est avec moi ici dans le public, député de la République En Marche de Paris, anime, préside un groupe d'études à l'Assemblée nationale pour être plus actif et notamment plus efficace sur Internet. C'est un des sujets. Parce que comment on laisse se déverser cette là, torrent aujourd'hui, on est dans l'émotion. Non. Moi, je ne suis pas... Je suis dans... Edwige Chevrillon, je suis dans l'émotion. Parce que personne ne peut être indifférent. Et même quand on a gouverné, quand on a connu ça, on n'est jamais indifférent. Et d'ailleurs, il n'y a rien de pire que l'habitude. Mais ce n'est pas l'émotion seulement. Parce que il est là le problème, c'est l'insouciance. On passe d'un attentat à un autre, et puis à chaque fois, il y a un coup supérieur. Après, il ne faut pas s'étonner que dans nos pays, mais donc, ça veut dire que dans nos pays, le populisme l'emporte partout sur fond de crise migratoire vous êtes en train de nous parler de la puissance des politiques, justement, par rapport à ça? Je vous parle pas de ça. Où est-ce que vous vous situez là? Je dis, mais vous me comprenez parfaitement. Je dis attention à l'insouciance, attention à vouloir à tout prix vivre comme avant, alors que nous avons dans notre pays des centaines, des milliers de personnes radicalisées et que nous avons un combat qui est celui d'une guerre. Vous dites à l'exécutif et vous dites au président français, alors je réponds à votre question. Mais arrêtez justement l'action que vous êtes en train de conduire, qui est essentiellement centralisée sur les réformes. C'est pas ça l'important. L'important, c'est la lutte contre le terrorisme. Je ne dis pas ça. J'illustrais à travers. Vous m'avez parfaitement compris. Et essayons. Le fait que la transition soit, parce que la transition soit un peu brutale. Parce que la transition est un peu brutale. Ne faisons pas, Edwige Chevrillon, de la petite politique. C'est pas le sujet. Je vous le disais, vous pouvez me croire sincère. Vous pouvez me croire sincère. Ah oui, mais vous pouvez me croire d'abord ému, parce que je connais cette ville de Trèves. Pour ça, je parlais d'émotion. Parce que j'étais le patron de la gendarmerie comme ministre de l'Intérieur.
que je sais ce et qu'il que vous avez représente. traversé des moments forts. Parce que Pour ça, l'autre jour, parlais je de voyais le patron des l'émotion. CRS, que je connais bien, qui, et Emmanuel Valls, est-ce que j'imagine c'est pas- qu'il éprouve avec des CRS qui auraient pu être Mais Emmanuel abattus Valls, par cette règle. Je là-dessus, réponds. est-ce que c'est pas justement les terroristes qui sont en train de gagner en quelque sorte, puisqu'on ne parlerait même plus du reste, Non, puisque mais la France ne est-ce que pourrait plus j'ai dit qu'on avancer ne peut pas parler du reste? Ne faisons pas un débat sur la méthode, et donc je vais répondre à la question. Je dis, j'illustre ça en disant, attention, je ne veux pas que lundi ou mardi, On oublie. D'accord. on oublie Non, parce c'est qu'on n'oubliera pas parce qu'il va y avoir l'hommage national, il va y avoir des cérémonies, mais qu'on n'oublie pas les victimes, qu'on les oublie pas. Je réponds à votre question. On les oublie pas. L'action Non, mais- réformatrice, l'action Non, mais réformatrice. il y a aussi la grogne sociale derrière. Vous avez quand même des milliers de gens qui sont descendus parce qu'ils sont inquiets par rapport à leur avenir. Mais je ne dis pas le contraire. Et la vie ne va pas s'arrêter pour eux, et heureusement. Et c'est la force d'une démocratie aussi de continuer de vivre. Mais je dis maintenant, attention, trop souvent, vous-même d'ailleurs, vous avez commencé l'émission Apolline de Malherbe Bien comme sûr. ça en disant, mais on avait l'impression que non, On avait oublié. nous pouvons, je le répète, y compris avoir, contrairement à ce qu'on dit, c'est-à-dire on dit l'État islamique est totalement désorganisé, non, ils ont la capacité encore d'organiser Là, des attentats. c'est clair, on l'a compris. l'action Et déchiré. réformatrice, elle doit se poursuivre. Elle me paraît... Malgré la grogne importante. sociale, est-ce qu'il faut faire attention? Non, mais qu'il y ait de la contestation de la grogne, c'est normal. Moi, quels sont les atouts d'Emmanuel Macron? J'ai trouvé étonnant que je les évoque, mais je peux le faire avec plaisir. Il incarne, je l'ai dit tout à l'heure, il a cette capacité, ça me paraît très important de le garder, à réaliser ce dépassement droite-gauche. C'est très important, parce que c'est un des éléments qui permet la réforme, et qui est surtout en ce très moment, attendu justement. par les Français, et les réformes qu'il mène. Il n'a pas d'autre choix que de les réformer pour que le pays soit le plus fort, le plus compétitif. Donc il faut qu'ils maintiennent le rythme malgré les inquiétudes et malgré peut-être... Le débat sur la forme et sur le rythme ne me paraît pas être un débat essentiel. Il D'accord. faut mener les réformes dans toute une série de secteurs. Alors après, il faut le faire, bien sûr, avec une grande écoute, un grand sens de l'écoute et dans un très grand respect des personnes. Je n'ai pas aimé, par exemple, au début du lancement de la réforme sur la SNCF, qui me paraît nécessaire, je n'ai pas aimé qu'on donne le sentiment que les cheminots étaient, comme les fonctionnaires, Donc étaient d'agiter un peu le chiffon rouge du statut Non, de cheminot, parce que comme ça étaient permet... des privilégiés. Oui. Ils ne le sont pas. Qu'il y ait une passion de l'égalité dans notre pays, c'est vrai. Ils le sont sur certains points. Et privilégiés, non. Ils ont un certain nombre d'avantages. Vous savez, moi, je suis un enfant, si je peux dire, de la Révolution française et de 1789. L'égalité. Un privilégié, c'est pas un fonctionnaire ou un cheminot qui bénéficie d'un statut qui est lié à une histoire. Un privilégié, c'est celui qui gagne des millions ou qui vit dans des conditions, et même s'il a gagné lui-même cet argent. C'est ça, ne trompons pas de mots. Mais faire évoluer le statut des cheminots dans la perspective de l'ouverture à la concurrence mais que la il gauche faut a l'ouverture à la souhaité concurrence. quand Mais elle est-ce qu'il n'y a pas une gouverne. forme de Mais- brutalité dans ce rythme Non, c'est Vous-même, pas la vous avez brutalité. été parfois taxé d'avoir voulu faire passer des choses Oui, en force. Est-ce qu'aujourd'hui, le rythme Non, c'est pas- qu'impose c'est pas le Emmanuel rythme. Macron n'est pas C'est- en train de devenir une forme de sujet, brutalité grand respect pour permettre et réussir la réforme, parce qu'il faut la réussir, c'est-à-dire faire en sorte que la SNCF réussisse non seulement l'entrée dans la concurrence, mais surtout, et c'est l'élu de la région parisienne, de l'Île-de-France, avec le maire d'Evry qui est Francis derrière Chouette moi, est venu et avec nous vous. savons ce que c'est des lignes de RER Donc qui il ne faut- fonctionnent pas Alors, tous les jours. Donc, d'abord, Juste- réforme nécessaire, respect des cheminots, dialogue et débat, et j'insiste sur le respect des acteurs sociaux. Je pense très important qu'une action réformatrice, même si parfois il faut aller, même si on n'écoute pas toujours leur avis et ils l'acceptent, le politique décide, mais et grand Emmanuel Valls, respect. vous trouvez, si vous le dites, grand- vous trouvez que c'est pas forcément le cas aujourd'hui. Je pose un certain nombre de principes. Voilà, c'est Grand ça, respect, notamment des syndicats réformistes. Moi, quand j'écoute Laurent Berger ou Luc Berry, le responsable de l'UNSA, Laurent Berger dit d'abord que les syndicats peuvent Ouais. mourir. Et puis ensuite, il dit attention, nous, on a montré notre capacité à réformer. Je me rappelle que la gauche n'avait pas été Ils au avaient niveau. accepté une certaine main tendue du Non, gouvernement. mais même quand il y a Madame eu. Valls. Laissez-moi terminer. Ouais, non, Mais je sais que vous avez d'autres questions. Mais laissez-moi terminer J'en ai qu'une. de 2 secondes. Justement, Là, par rapport à votre action. non, quand la CFDT, c'était Chirac qui était le secrétaire général, a accepté au début des années 2000, a accompagné la réforme des retraites, ça a été difficile pour ce syndicat. Aujourd'hui, 15 ans après, ce syndicat réformiste est le premier de France, parmi les salariés, pas parmi les patrons ou les privilégiés, parmi les salariés. Ça veut dire que le réformisme dans ce pays est facile, est possible, je ne dis pas qu'il est facile, et il doit se faire dans le respect des salariés,
avec la volonté de réformer, avec méthode et dans le respect des syndicats réformés. La méthode selon Manuel Valls. Voilà. Il nous reste 0 seconde, donc quand même une question. La France va mieux, la croissance de 2%, baisse du nombre des faillites, le chômage qui recule. Est-ce que vous revendiquez votre part de ces bénéfices? Oui, bien sûr, mais alors là, franchement, il faut venir agiter le drapeau en disant « et moi, et moi ». Oui, bien sûr, il y a un contexte mondial qui est meilleur. Il y a le formidable travail que Mario Draghi a fait à la tête de la BCE, de la Banque Centrale Européenne, pour ce qui concerne l'euro. Une commission, celle de Juncker, qui a desserré quand même l'étau de l'austérité parce que ça devenait insupportable. Et l'action, à partir de 2014, de baisse des impôts, pour les usagers, faut pas pour les Français, pour les foyers fiscaux, mais aussi pour les entreprises. Le CICE et le pacte de responsabilité sont passés par là pour donner plus de marge aux entreprises. Donc il y a maintenant un travail à poursuivre, à approfondir, mais c'est tant mieux pour la France. Qui en quelque sorte avait été lancé. Non, mais je veux dire, je m'en fous. Je m'en fous, mais vraiment. Mais non, parce que au moins c'est clair. Très bien. L'essentiel, c'est les résultats. Non, mais bien sûr, et moi voilà, j'ai pas de, mais que le gouvernement de temps en temps reconnaisse ce qui a été fait par le passé, c'est bien aussi. Ça fait pas de mal. Merci beaucoup, Edwige Chevrillon. Dans un instant, c'est Myriam Mankawa qui nous rejoindra du Parisien aujourd'hui en France. On vous retrouve Myriam Mankawa avec Manuel Valls. Oui, rebonjour Apolline. Bonjour Manuel Valls. Bonjour Myriam. Je voudrais commencer, puisque vous vouliez continuer à vous exprimer sur ce qui s'est passé à Trèbes dans l'Aube, pour vous demander votre réaction. Un ancien candidat de la France Insoumise, Stéphane Poussier, a été placé en garde à vue pour apologie de terrorisme. Il s'était présenté aux législatives. Il a été placé en garde à vue après s'être réjoui sur Twitter, au fond, de la mort du lieutenant-colonel Beltrame. Il disait dans ses tweets, à chaque fois qu'un gendarme se fait buter, je pense à mon ami Rémi Fraisse. Fin de citation. Quelle est votre réaction? Rémi Fraisse, il faut le rappeler, qui est ce le jeune homme qui est mort effectivement lors suite à une intervention des gendarmes dans le Tarn, au barrage de Siemens. Des gendarmes. Et vous savez, dans ces moments-là, mais cette question est logique et je pense que la procédure qui vient d'être adoptée concernant ce sinistre individu est légitime. C'est quand on s'est réjoui de la mort de quelqu'un. Oui, et suite à une attaque terroriste, c'est de l'apologie du terrorisme. Est-ce que ces gens-là se rendent compte de l'impact sur des esprits plus faibles? Ces gens-là, la France Insoumise? Non, je parle de ceux qui utilisent. J'ai vu que la France Insoumise avait hier condamné très clairement. Mais il avait été candidat, la France Insoumise. Ça vous surprend? Non. Parce qu'il y a déjà eu malheureusement un certain nombre de propos d'un certain nombre de personnes de cette formation qui, pour certains, pas tous, je le reconnais, mais pour beaucoup, je l'ai éprouvé dans ma circonscription, pas à travers de tels propos, mais jouent en permanence sur l'ambiguïté. Moi, je me rappelle, vous savez, des mots de Jean-Luc Mélenchon en parlant de Bernard Cazeneuve, mon ministre de l'Intérieur. Le gars qui a fait assassiner Rémi Fraisse. Je crois qu'il y a une procédure judiciaire depuis. Le gars qui a fait assassiner Rémi Fraisse. Vous savez, quand vous tenez de tels propos, il ne faut pas s'étonner ensuite. Est-ce que vous pensez aujourd'hui... Il ne faut pas s'étonner ensuite que des candidats de cette formation égarés... Il faut que Jean-Luc Mélenchon fasse le ménage dans son propre parti. Oui, vous vous rendez compte. Non, mais je pose la question. N'étant plus dans un parti, ne me demandez pas de faire le ménage ailleurs et surtout à la France Insoumise. Je me suis beaucoup exprimé là-dessus. La polémique monte en permanence. J'ai pas envie. Et j'ai pas envie, d'autant plus dans ces circonstances. Il y a une autre polémique qui est en train d'enfler. Elle concerne Yacine Bellatar, l'humoriste Yacine Bellatar, animateur de télévision aussi. Il a été nommé par Édouard Philippe, le Premier ministre, au Conseil présidentiel des villes. Je rappelle qu'il était aussi proche et membre du collectif, le CCIF, contre l'islamophobie, que vous combattez régulièrement. Là aussi, est-ce que vous trouvez qu'il a sa place? Est-ce que cette nomination, elle est normale, justifiée? Allez voir, vous, je le dis aux téléspectateurs, l'un des anciens responsables du CCIF, candidat dans la circonscription de Sarcelles, soutenu à ce moment-là par la France Insoumise, contre mon ami, l'ancien maire de Sarcelles, François Pupponi, qui a été élu député. Allez voir ce qui était dit. Ça résume les choses. Les frères musulmans, ou des organisations comme le CCIF, représentent un immense danger pour les valeurs de la République. Ce personnage, cette soi-disant humoriste, m'abreuve d'injures tous les jours
sur Twitter. Est-ce que vous êtes surpris qu'il ait été nommé dans cette institution? J'ai pas envie d'en rajouter. C'est pas une faute de la part la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une faute de nommer un tel personnage avec, non pas parce que c'est un humoriste, non pas parce qu'il connaîtrait la banlieue, tant mieux. Dans ce conseil, il y a le président de l'université d'Evry, un homme remarquable, et Aïssata Cissé, qui est une femme d'origine malienne, décorée déjà par la République, qui anime plusieurs associations de soutien aux femmes, qui est une femme d'immense qualité républicaine. C'est des gens comme ça qu'il faut. Donc c'est une faute, et c'est un signe, vous savez, c'est un signe de faiblesse. La République, dans ce moment-là. Allez, dans il ce nous moment-là, reste malheureusement... elle doit être forte sur ses bases, sur ses valeurs. Très très peu de temps. Je vais vous poser une dernière question d'actualité, peut-être une autre question sur Emmanuel Macron, dont on s'apprête à fêter les 1 an de mandat, si j'ai un peu de temps. On vient de l'apprendre, hein, le dirigeant indépendantiste de la Catalogne, l'ancien président, vous suivez évidemment cette crise catalane depuis le début, a été arrêté. Carles Puigdemont. Carles Puigdemont, évidemment, en Allemagne, à la frontière avec le Danemark. Une réaction là aussi? Non, mais je crois qu'il y a des mandats, enfin, il y a une demande d'extradition de la part de l'État espagnol. Nous sommes dans un espace judiciaire européen. La justice espagnole, il faut le rappeler, elle est totalement indépendante quand il s'agit de poursuivre les responsables politiques pour corruption ou par rapport à ceux qui ont voulu engager ce processus de sécession. La solution en Catalogne, elle doit être politique, bien évidemment. Mais il doit être extradé? La Catalogne restera espagnole, quoi qu'il arrive. Mais j'imagine qu'à un moment ou l'autre, cette personne aura à répondre de ses actes, d'un acte de sécession, de séparatisme dans son pays, bien sûr. Bon, bien, merci beaucoup. J'avais beaucoup d'autres questions, notamment sur Emmanuel Macron, la recomposition politique. Mais comme vous le dites, Manuel Valls, finalement, le terrorisme prend beaucoup de place et s'impose à nous tous. Vous m'avez peut-être invité pour cela aussi. Et s'impose effectivement à nous tous. Merci beaucoup, Myriam Ancamoi. Merci, Manuel Valls, d'avoir été avec nous. Vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure ces intellectuels qui ont signé ce texte dans le Figaro lundi sur le séparatisme islamiste. L'un des signataires, Pascal Bruckner, sera mon invité à 18h dans Et en même temps. C'est ensuite Sophia Chikirou qui est à la tête du média, le média qui se veut un média indépendant. On le verra, quels sont les liens avec Jean-Luc Mélenchon ou pas, quelle est la force de ce média. Ça, ce sera à 19h, mais d'ici là, vous avez rendez-vous avec Priorité au décryptage. À tout à l'heure.